La pièce était silencieuse, sauf pour le tic-tac rythmique d'une horloge grand-père qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. Au centre de la table en acajou était assise la famille Sterling, des vautours en noir de créateurs, attendant de dépouiller la carcasse de l'Empire. Et puis il y avait Elelanena, assise dans le coin le plus éloigné, les mains pliées sur ses genoux. Elle était la femme invisible, la femme trophée, l'erreur. Ils ne lui versèrent même pas un verre d'eau. Ils sourirent d'un air suffisant, vérifiant leur montre, convaincus qu'elle partirait avec une valise de vêtements et rien d'autre. Mais quand l'avocat, M. Harrison Thorne, s'éclaircit la gorge et lut la clause finale, l'air ne quitta pas seulement la pièce. Il fut aspiré par la force pure d'une trahison que personne n'avait vu venir. Ils pensaient qu'Eleanor était le mouton. Ils oublièrent que le berger laisse le troupeau à celui qui veille réellement sur eux. La pluie à Seattle ne tomba pas seulement. On aurait dit qu'elle essayait de laver les péchés de la famille Sterling et échouait misérablement. C'était le 14 octobre, le jour où ils enterrèrent Arthur Sterling. Arthur était un titan, un homme dont le nom était estampillé sur les aciéries, les conteneurs d'expédition et la moitié des gratte-ciels du centre-ville de Manhattan. Il avait 82 ans lorsque son cœur lâcha enfin, laissant derrière lui un héritage de milliards, une ex-femme amère, 2 enfants avides, et Eleanor Sterling se tenait près de la tombe, la boue rampant sur les talons de ses modestes escarpins noirs. Elle avait 34 ans, 48 ans plus jeune qu'Arthur. Pour les tabloïds, elle était l'infirmière devenue duchesse. Pour les enfants d'Arthur, elle était simplement la sangsue. Elle tenait une seule rose blanche. Son visage était pâle, dénué de maquillage, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombre. Elle ne pleurait pas hystériquement comme Victoria, la fille d'Arthur, qui sanglotait actuellement dans un mouchoir qui semblait sec. Le chagrin d'Eleanor était une chose silencieuse, implosive. Elle avait perdu son meilleur ami. « Regarde-le. » Sébastien murmura à Victoria. Sébastien était l'aîné, 45 ans, avec la mâchoire de son père, mais aucune de l'épine dorsale de son père. Il vérifia sa Rolex, impatient. Elle joue bien le rôle. Je lui accorde ça. Elle se demande combien de temps elle doit attendre avant de pouvoir encaisser le chèque et retourner au parc de roulotte d'où elle a rampé. Victoria siffla en retour, ajustant son chapeau à large bord. J'espère que Harrison a l'avis d'expulsion prêt pour le manoir. Je la veux dehors d'ici vendredi. J'y organise le gala le mois prochain. À quelques pas se tenait Béatrice, la première femme d'Arthur. Elle avait été divorcée de lui depuis 20 ans, mais se comportait toujours comme la matriarche. Elle portait un manteau de fourrure malgré le temps humide et regardait Elelanena avec une haine qui aurait pu décoller la peinture. « Ne vous inquiétez pas, mes chéris, » murmura Béatrice, s'interposant entre ses enfants. Le contrat de mariage était en béton. Arthur a peut-être été sénile à la fin, tombant pour un joli visage et un toucher doux, mais il n'était pas stupide avec son argent. Elle reçoit une allocation pendant 1 an, peut-être la Lexus, et c'est tout. L'Empire appartient à la lignée. Eleanor les entendit, s'éclaircit la gorge. Le vent emporta leurs murmures, mais elle ne réagit pas. Elle y était habituée. Pendant les 5 ans où elle avait été mariée à Arthur, elle avait été invisible dans chaque pièce sauf celle où Arthur se trouvait. Elle s'avança, plaçant la rose sur le cercueil en acajou. « Repose-toi maintenant, Arthur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « C'est fait, » s'éclaircit la gorge. Alors qu'elle se tournait pour partir, Sébastien s'interposa sur son chemin. Il la dominait, sentant le scotch cher et l'arrogance. « Eleanor, » dit-il, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Nous nous dirigerons immédiatement à la lecture chez Thorne et associés. Vous êtes invités. Bien sûr, si vous préférez aller faire vos valises, nous comprenons. Eleanor leva les yeux vers lui. Son expression était illisible. Je serai là, Sébastien. Arthur m'a demandé de l'être. Arthur a demandé beaucoup de choses quand il était sous médicaments. Victoria intervint, liant les bras avec son frère.
Ne t'attends pas à une place à la tête de la table. Et Lila Nena passa devant eux vers la berline noire qui attendait. Elle ne leur dit pas qu'elle ne s'inquiétait pas de la place. Elle s'inquiétait de ce qu'Arthur avait fait. Elle connaissait l'homme mieux que quiconque, et elle savait que son acte final n'allait pas être une transition de pouvoir paisible. Cela allait être une leçon. Les bureaux de Thorne et associés étaient situés au 42e étage du Columbia Center. La salle de conférence était une vaste étendue de verre et de bois poli, offrant une vue panoramique sur la ville qu'Arthur avait aidé à construire. Monsieur Harrison Thorne était assis à la tête de la table. C'était un homme de peu de mots, un requin du droit qui avait servi Arthur pendant 40 ans. Il ajusta ses lunettes à monture métallique et regarda la famille entrer. Sébastien prit la place immédiatement à droite de Thorne, desserrant sa cravate. « Finissons-en, Harrison. J'ai une réunion du conseil d'administration à Tokyo à préparer. L'action a baissé de 4% ce matin à la nouvelle. Je dois stabiliser la narration. » La narration? Thorne répéta, sa voix sèche. « Oui, Sébastien, toujours le showman. » Victoria s'assit à côté de lui, vérifiant son maquillage dans un miroir de poche. Béatrix prit la place en face d'eux, croisant ses jambes. « Le personnel reçoit-il quelque chose? Je ne veux pas avoir affaire à des femmes de chambre en pleurs. »« Tout est géré, » dit Thorne. Finalement, Eleanor entra. Elle avait retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Elle hésita à la porte. « Asseyez-vous n'importe où, Eleanor, » dit Sébastien, désignant une chaise pliante en métal placée contre le mur, loin de la table principale. Nous semblions manquer d'une chaise en cuir. « Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? » C'était un petit jeu de pouvoir. Il y avait beaucoup de chaises. Ils en avaient juste enlevé une. Eleanor ne se plaignit pas. Elle s'éclaircit la gorge, s'assit sur la chaise en métal, sa posture parfaite, ses mains jointes sur son sac à main. « Très bien, » dit Thorne, ouvrant un épais classeur en cuir. « Je passerai le préambule. » Arthur était sain d'esprit et de corps lorsque ce dernier testament fut modifié il y a 6 mois. Modifié? Béatrix se redressa. « Il ne nous a pas parlé d'un amendement. »« Arthur ne vous a pas dit beaucoup de choses, » dit Thorne, ses yeux brillants. « Commençons. » Thorne commença à lire les formalités légales standards. L'ambiance dans la pièce était tendue. Sébastien tapota son stylo sur la table. Victoria fit défiler son téléphone sous la table. À mon personnel loyal, Thorne lista des sommes généreuses. 10 000 pour le jardinier, 50 000 pour le cuisinier, 100 000 pour son chauffeur de 30 ans. « Touchant, » murmura Victoria. « Pouvons-nous passer aux actifs, aux propriétés, à la société holding? » Thorne la regarda par-dessus ses lunettes. « Patience, Victoria. À ma première femme, Béatrice, lut Thorne. » Béatrice sourit d'un air suffisant, lissant sa jupe. « Finalement, je laisse la somme de $1. » La pièce devint mortellement silencieuse. Béatrice se figea. « Excusez-moi, $1. » Thorne répéta clairement. La note d'Arthur lit. « Parce que tu n'as jamais dépensé un centime de ton propre argent pendant que nous étions mariés, je te donne le premier que tu gagneras jamais. » Encadre-le. Sébastien retint une toux qui aurait pu être un rire, jusqu'à ce qu'il voie le visage de sa mère viré à une teinte violette violente. « C'est scandaleux !» cria Béatrice, frappant la table de sa main. « J'ai construit cette entreprise avec lui au début. J'ai organisé les dîners. J'ai élevé ses enfants. » « Vous avez élevé des nounous qui ont élevé ses enfants? » Thorne corrigea calmement. « Et le règlement de divorce, il y a 20 ans, vous a donné 50 millions de dollars. » Arthur estima que c'était suffisant. Béatrice se renfonça dans sa chaise, tremblant de rage. Elena, dans le coin, ne sourit pas. Elle savait que l'amertume d'Arthur envers Béatrice était profonde, mais l'entendre à voix haute était douloureux. Maintenant, Thorne continua, tournant la page. « À ma fille, Victoria. » Victoria se redressa, repoussant ses cheveux en arrière. « OK, c'est parti, à Victoria. Je laisse le vignoble Sterling dans la vallée de Napa, l'appartement parisien sur l'avenue Montana, et une allocation mensuelle de 15 000 $. Victoria cligna des yeux. « Attendez, le vignoble? »
Cet endroit est un gouffre financier. Il n'a pas généré de profit depuis 5 ans. Et 15 000 Harrison, mon chauffeur coûte 6 000 par mois. C'est une blague? Où sont les actions? Les obligations? Le vignoble est à vous, Victoria, dit Thorne. Arthur a noté que puisque vous aimez tant le vin, vous devriez peut-être apprendre à le faire. Quant à l'allocation, elle est subordonnée à votre maintien de la sobriété pendant 6 mois consécutifs. Les tests de dépistage de drogues échoués entraîneront une suspension des paiements. Victoria haleta, son visage pâlissant. Il ne peut pas mettre ça dans un document public. C'est un testament privé, Victoria, à moins que vous ne le contestiez, auquel cas il devient un registre public. Voulez-vous le contester? Victoria ferma la bouche, s'enfonçant bas dans sa chaise. Sébastien se pencha en avant, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Eh bien, cela laisse la part du lion, n'est-ce pas? Le groupe Sterling Global, le transport maritime, la technologie, le portefeuille immobilier. Il regarda Eleanor dans le coin. Désolé, chérie. On dirait que le vieil homme a finalement réalisé que le sang est plus épais que l'eau. Thorne tourna la page lentement. Il but une gorgée d'eau à mon fils, Sébastien. Thorne s'éclaircit la gorge, lut. Sébastien boutonna sa veste de costume, prêt à se lever et à serrer la main de Thorne. Je laisse l'intégralité de ma collection de voitures anciennes évaluée à environ 40 millions de dollars. Sébastien marqua une pause. D'accord, bon début. Et Thorne continua. Je vous laisse le titre de PDG de Sterling Global, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Je suis le conseil d'administration, rit Sébastien. Je contrôle les actions votantes ou je le ferai une fois que vous les aurez transférées. Je n'ai pas fini, dit Thorne sèchement. À Sébastien, je laisse aussi la dette associée au désastreux projet d'expansion Icarus à Dubaï. Le visage de Sébastien devint gris. Quoi? Ce projet est dans le rouge de 200 millions. C'était l'idée d'Arthur. La note d'Arthur dit, c'était ton idée, fils. Tu as forgé ma signature sur les documents d'approbation parce que tu pensais que j'étais trop vieux pour le remarquer. J'ai remarqué. Maintenant, tu peux le payer. Sébastien se leva, sa chaise volant en arrière. C'est un mensonge. C'est insensé. Si je prends la dette, je suis en faillite. Les voitures ne couvriront pas un quart de cela. Alors je suggère que tu vendes les voitures, Sébastien, et travailles très dur. Où sont les actions? Sébastien cria. Le trust de vote, la participation majoritaire de 51% dans Sterling Global, qui obtient l'entreprise? Béatrice, Victoria et Sébastien regardèrent tous Thorne. Arthur n'a laissé l'entreprise à aucun d'entre vous, dit Thorne doucement. Lentement, 3 têtes se tournèrent vers le coin de la pièce, vers la chaise pliante en métal. Eleanor regardait ses mains. Non, murmura Sébastien. Non, c'est impossible. C'est une infirmière. Elle ne connaît pas un bilan d'une liste de courses. C'est une croqueuse de diamants, cria Béatrice. Elle l'a manipulée. Thorne claqua le classeur. Le son résonna comme un coup de feu. Assieds-toi, Sébastien. Thorne aboya. Je n'ai pas lu la clause finale. Sébastien s'assit, respirant lourdement. L'air dans la pièce était toxique. À ma femme. Elle l'anena. Thorne commença, sa voix s'adoucissant pour la première fois. S'éclaircit la gorge. L'anena leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent des épines. Je laisse le manoir Sterling. Je laisse les comptes de trésorerie liquides aux îles Caïmans et à Zurich, totalisant 400 millions de dollars. Victoria laissa échapper un sanglot étranglé. Et Thorne continua. Je laisse les 51% d'intérêt de contrôle dans le groupe Sterling Global, lui donnant l'autorité absolue sur le conseil d'administration, le PDG et l'avenir de l'entreprise. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence d'une bombe qui avait atterri, mais n'avait pas encore détonné. Alors Sébastien rit. C'était un son maniaque, brisé. Vous plaisantez. Vous devez l'être. Elle ne peut pas diriger l'entreprise. Elle la détruira en une semaine. Les actionnaires se révolteront.
En fait, dit Thorne, tirant une enveloppe séparée, plus fine de sa mallette. Arthur a anticipé que vous diriez cela, c'est pourquoi il a laissé cette lettre. Il voulait que je la lise seulement si son jugement était remis en question. Thorne regarda Eleanor. Puis-je? Eleanor hocha lentement la tête. Lis-la, Harrison. Thorne ouvrit la lettre. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement de l'unité de climatisation 40 étages en dessous. Harrison Thorne tenait l'enveloppe couleur crème avec les mains fermes d'un homme qui avait tout vu. Sébastien serrait le bord de la table en acajou si fort que ses jointures étaient blanches. Victoria regardait Eleanor comme si elle était un insecte venimeux qui venait d'atterrir sur son assiette. Thorne s'éclaircit la gorge et commença à lire la voix d'Arthur. « À ma famille », la lettre commença. Si Harrison lit ceci, cela signifie que Sébastien a affirmé qu'il est le seul apte à diriger l'entreprise. Victoria s'est plainte de son allocation et Béatrice a probablement insulté les antécédents de l'Elanina. Je suis prévisible, je sais, mais vous aussi. La mâchoire de Sébastien se serra, un muscle tressaillant dans sa joue. Vous voyez tous Eleanor comme l'infirmière que j'ai embauchée il y a 5 ans. Vous voyez une femme d'une petite ville de l'Ohio sans pedigree, sans relation et sans droit du sang au nom Sterling. Vous avez vu son comportement discret et l'avez pris pour de la faiblesse. Vous avez vu son silence et l'avez pris pour de l'ignorance. Mais c'est parce qu'aucun de vous ne lui a jamais posé une seule question. Thorne marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer. Eleanor resta immobile, ses yeux fixés sur un point sur le mur, son visage un masque de chagrin composé. Vous ne lui avez pas demandé à propos de son master en économie de l'Université de Chicago, qu'elle a obtenu avec une bourse complète tout en travaillant la nuit. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle a quitté le secteur financier pour devenir infirmière en soins palliatifs privés. Parce qu'elle a perdu son propre père du cancer et voulait aider les autres à mourir avec la dignité qui lui avait été refusée. Et vous ne lui avez certainement pas demandé ce que nous faisions pendant ces longues nuits où mon insomnie me tenait éveillé. Thorne leva les yeux par-dessus ses lunettes. Vous pensiez qu'elle me lisait des histoires pour dormir. Non. Pendant les 3 dernières années, Eleanor a été mes yeux et mes oreilles. Quand ma vue commença à faiblir, elle me lut les procès-verbaux du conseil. Quand mes mains tremblaient trop pour tenir un stylo, elle prit des dictées sur les plans de restructuration. Quand Sébastien proposa l'accord du projet Icarus à Dubaï, ce fut Eleanor qui signala les divergences dans les rapports d'impact environnemental. Ce fut Eleanor qui remarqua que Sébastien transférait des pots de vin via une société écran aux Sickles. Sébastien se leva d'un bond, renversant sa chaise. C'est un mensonge. C'est de la calomnie. Je poursuivrai la succession. Asseyez-vous, Sébastien, dit Thorne, sa voix comme un fouet. Arthur a joint les relevés de virement bancaire à l'annexe de ce testament. C'est irréfutable. Sébastien se figea. La couleur quitta son visage, le laissant ressembler à une figure de cire fondant dans la chaleur. Il s'affaissa lentement, non pas dans sa chaise, mais sur le bord de la table, dégonflé. Thorne continua à lire. Eleanor connaît l'entreprise mieux qu'aucun de vous. Elle connaît les employés. Elle connaît la vision. Elle est la seule qui m'a écouté quand je parlais de l'avenir, plutôt que d'attendre simplement que je devienne le passé. Je ne laisse pas mon entreprise à ma femme par sentimentalisme. Je la lui laisse parce qu'elle est la seule assez compétente pour la sauver de vous. Ainsi, la lettre concluait la participation de 51% est à elle. Si vous voulez garder vos emplois, vos titres et vos modes de vie, je vous suggère d'apprendre à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Montrez-lui du respect. Au revoir, Arthur. Thorne plia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Il la fit glisser sur la table polie vers la chaise pliante en métal dans le coin. « C'est à vous, Madame Sterling », dit Thorne respectueusement. Pendant un long moment, personne ne bougea. Alors la tempête éclata. « C'est une influence indue », siffla Béatrice, se levant
et serrant son manteau de fourrure autour d'elle. Elle l'a drogué. Elle a manipulé un homme mourant. Nous contesterons cela au tribunal des successions. Nous bloquerons ce que là pendant des années, Harrison. Elle ne verra pas un centime. S'éclaircit la gorge. Vous pouvez essayer, Béatrice, dit Thorne calmement. Mais Arthur a filmé la signature du testament. Ses médecins ont signé un affidavit concernant sa clarté mentale. Et si vous contestez le testament, la clause de non-contestation se déclenche et vous perdez même le $1. Est-ce un risque que vous voulez prendre? La bouche de Patrick s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Elle regarda Sébastien, attendant qu'il fasse quelque chose, qu'il arrange ça. Mais Sébastien fixait le sol, son esprit parcourant les implications de la révélation de Dubaï. Si cela se savait, il n'était pas seulement fauché, il allait en prison. Victoria fut la première à rompre les rangs. Elle regarda l'acte de propriété du vignoble devant elle, puis elle l'anena. Je dois y aller, balbutia-t-elle. J'ai un vol pour Napa. Je dois vérifier les raisins. Elle attrapa ses documents et s'enfuit de la pièce sans se retourner. Elle était égoïste, mais elle était une survivante. Elle savait quand le navire coulait. Béatrice fusilla Eleanor du regard avec un pur venin. Tu ne seras jamais l'une des nôtres. Tu peux porter le nom. Tu peux vivre dans la maison, mais tu seras toujours la domestique. Souviens-toi de ça. Elle sortit en marchant, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. Sébastien fut le dernier à partir. Il se leva lentement, boutonnant sa veste avec des mains tremblantes. Il s'approcha de l'endroit où Elena était assise. Il la dominait, essayant de convoquer les tactiques d'intimidation qui avaient fonctionné toute sa vie. « Tu penses avoir gagné ?» Sébastien murmura, sa voix basse et dangereuse. « Mais diriger un conglomérat n'est pas lire une feuille de calcul, Eleanor. C'est la guerre. Le conseil me répond. Les actionnaires me connaissent. Tu entres dans ce bâtiment demain et ils te mangeront vivant. Je te donne 1 semaine avant que tu ne viennes me supplier de te racheter pour une bouchée de pain. » Elena leva enfin les yeux. Ses yeux bleus étaient secs et durs comme des diamants. « Je te verrai à la réunion du conseil à 9 watts du matin, Sébastien, » dit-elle doucement. « Ne sois pas en retard, je déteste les retards. » Sébastien ricana, fit volte-face et sortit en trombe. La lourde porte en chêne claqua, laissant Eleanor seule avec Harrison Thorne. Le silence revint, mais il se sentait différent maintenant. Il n'était pas lourd, il était chargé. Eleanor laissa échapper un long soupir, ses épaules s'affaissant légèrement. « Il l'a vraiment fait, » murmura-t-elle. « Je lui avais dit de ne pas le faire. Je lui avais dit que cela déclencherait une guerre. Il savait que vous étiez la seule qui pouvait la gagner, » dit Thorne se levant et lui offrant sa main. Arthur était un joueur, Elena, mais il n'a jamais misé sur un cheval perdant. Elena prit sa main et se leva. Elle lissa la jupe de sa simple robe noire. « Harrison? »« Oui, Madame Sterling. Appelez la sécurité au manoir. Béatrix va essayer de voler l'argenterie avant de partir et d'appeler les serruriers. Je veux que les serrures soient changées au siège social ce soir. La carte clé de Sébastien doit être désactivée immédiatement. » Thorne sourit. Un rare sourire authentique. « J'ai déjà donné l'ordre il y a 10 minutes. » Eleanor hocha la tête, marchant vers la fenêtre pour regarder la ligne d'horizon de Seattle. La pluie avait cessé. Alors mettons-nous au travail. Le lendemain matin, les gros titres hurlaient. L'infirmière qui hérita d'un empire. Héritier Sterling exclu. Veuve prend tout. Des bassins de lit aux salles de conseil. Qui est Eleanor Sterling? Les paparazzi étaient en essaim devant les portes du manoir Sterling. Des hélicoptères bourdonnaient au-dessus. Mais Eleanor était déjà partie. Elle était partie à 5 en Nord AM, prenant la route de service arrière dans la vieille Mercedes blindée d'Arthur. Au siège mondial de Sterling Global, l'atmosphère était toxique. Sébastien était arrivé à 6 heures du matin, alimenté par la caféine et la panique. Il était dans son bureau au 50e étage, déchiquetant des documents.
Le bourdonnement du déchiqueteur industriel était la bande-son de son effondrement. Il avait passé la nuit à appeler les membres du conseil. « Elle est incompétente », leur avait-il dit. « C'est une croqueuse de diamants. Si nous la laissons prendre la présidence, l'action s'effondre. Nous avons besoin d'un vote de défiance immédiatement. » La plupart du conseil étaient vieux, conservateurs et loyaux au nom Sterling, ce qui pour eux signifiait Sébastien. Ils acceptèrent de le soutenir. Ils la laisseraient entrer, l'humilieraient et la forceraient à démissionner de son poste de présidente en échange d'un versement. C'était une embuscade d'entreprise classique. À 8h55 du matin, les portes de l'ascenseur de l'étage exécutif s'ouvrirent. Sébastien se tenait à la tête de l'énorme table de conférence en verre. 12 membres du conseil étaient assis autour de lui, la plupart des hommes aux cheveux gais dans des costumes coûteux. Ils murmuraient entre eux, vérifiant leur téléphone, riant doucement de la situation. « Elle est probablement perdue dans le hall », ricana un membre du conseil, un homme nommé Gerald Vance. C'est elle-même quel bouton appuyer. « Finissons-en, dit Sébastien, vérifiant sa montre. Nous présentons la motion de la destituer de la présidence pour manque de qualification. Nous lui offrons 10 millions pour qu'elle s'en aille. Elle le prend. Nous allons déjeuner. 10 millions est généreux, note Vance. À 92 mètres exactement, les doubles portes s'ouvrirent. La pièce devint silencieuse. Eleanor Sterling entra. Elle ne portait pas le cardigan ringard qu'il lui avait vu lors des visites à l'hôpital. Elle portait un tailleur pantalon de pouvoir bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Sébastien. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon sévère et élégant. Elle ne portait rien d'autre qu'un mince porte-document en cuir. À ses côtés se tenaient 2 grands hommes en costume sombre, la sécurité privée et Harrison Thorne. « Bonjour, monsieur, » dit Eleanor. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait clairement jusqu'au fond de la pièce. Elle marcha vers le bout de la table. Sébastien se tenait là, occupant le siège du président. « Vous êtes à ma place, Sébastien, » dit Eleanor. Sébastien sourit, un pli cruel et condescendant de ses lèvres. « Cette place est pour le PDG et président du conseil, elle est la nena. Vous possédez peut-être les actions, mais tant que ce conseil ne ratifie pas votre position, vous n'êtes qu'une invitée. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas là-bas? » Il montra une chaise d'appoint. Gerald Vance s'éclaircit la gorge. « Madame Sterling, à la lumière des circonstances inhabituelles, le Conseil estime qu'il serait préférable que nous discutions d'un ensemble de transitions. Nous avons préparé une offre généreuse. » « Monsieur Vance, » Eleanor interrompit, ne le regardant même pas. « Vous avez siégé à ce Conseil pendant 12 ans. Pendant ce temps, vous avez approuvé 3 fusions qui ont échoué, entraînant une perte de 400 millions de dollars. Vous avez également manqué 6 des 10 dernières réunions d'examen trimestriel parce que vous étiez, je crois, en train de faire du golfing en Écosse. » La bouche de Vance se referma brusquement, son visage rougit. Eleanor reporta son regard sur Sébastien. « Je ne suis pas ici pour négocier un paquet, et je ne suis pas ici pour être ratifié. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je suis la ratification. » Elle posa son porte-document sur la table et l'ouvrit. « Maintenant, Sébastien bouge. »« Ou quoi? » Sébastien défia, croisant les bras. « Tu appelleras le poste d'infirmière. »« Non, » dit Eleanor. Elle tira une seule feuille de papier du porte-document. « Où je publierai l'audit comptable judiciaire du projet Icarus de Dubaï à la CC. Je l'ai juste ici. Il détaille les virements bancaires vers vos comptes personnels aux Seychelles. Il détaille les pots de vin payés aux fonctionnaires locaux. Il détaille la falsification de la signature d'Arthur. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Les autres membres du conseil se figèrent. Ils savaient que Sébastien avait perdu de l'argent à Dubaï, mais ils ne savaient pas pour la fraude. Si cela se savait, l'entreprise ferait face à une enquête fédérale. Leurs options d'achat d'actions seraient sans valeur. Ils seraient tous destitués. Sébastien fixa le papier.
Sa bravade s'évapora. Il chercha du soutien dans la pièce, mais les membres du conseil s'intéressèrent soudainement beaucoup à leurs bloc-notes. Personne ne voulait être associé à une fraude fédérale. « Tu ne le ferais pas, » siffla Sébastien. « Cela détruirait l'action de l'entreprise. Tu perdrais des millions, toi aussi. Je peux me permettre de perdre des millions pour nettoyer la pourriture. » Et le lanard dit froidement. « Peux-tu te permettre d'aller en prison fédérale, Sébastien? » Un long silence agonisant s'étira entre eux. Le tic-tac de l'horloge murale sonnait comme des coups de marteau. Lentement humilié, Sébastien décroisa ses bras. Il ramassa son stylo. Il s'éloigna du bout de la table. Eleanor ne se vanta pas, et elle ne sourit pas. Elle s'avança simplement et s'assit dans la chaise en cuir. Elle était trop grande pour elle physiquement, mais elle remplit l'espace d'une intensité qui fit que tout le monde se sentit petit. Elle regarda le long de la table. « Maintenant, dit-elle, ouvrant un dossier. Point 1, la résiliation immédiate du directeur général, Sebastian Sterling, pour motif. Vous ne pouvez pas faire ça. » Sebastian cria, sa voix se brisant. « Je suis l'héritage. C'est mon nom sur le bâtiment. »« Tous pour? » Eleanor demanda à la pièce. Elle leva sa main. Harrison Thorne leva sa main. Gerald Vance, transpirant abondamment et l'air terrifié par la femme qui connaissait ses voyages de golf, leva lentement sa main. Un par un, les autres membres du conseil levèrent leurs mains. C'étaient des requins, et ils venaient de réaliser qu'il y avait un plus grand prédateur dans l'eau. Ils se retournèrent instantanément contre Sébastien. « Motion adopté, » dit Eleanor. Elle regarda les gardes de sécurité. « Veuillez escorter M. Sterling hors du bâtiment. Il ne doit rien emporter avec lui. » S'éclaircit la gorge. Pas d'ordinateur portable, pas de téléphone, pas de dossier. « Ce n'est pas fini. » Sébastien cria tandis que les gardes lui prenaient les bras. Il traînait les pieds tandis qu'ils le tiraient vers la porte. « Tu penses pouvoir diriger ça? Tu n'es rien. Je te tuerai. Je te tuerai pour ça. » Ces menaces résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les portes se referment. Eleanor prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement sous la table, mais son visage restait de pierre. « Item 2, » dit-elle, s'adressant à la pièce stupéfaite. « Nous allons auditer chaque département. Si vous avez écrémé, si vous avez été paresseux, si vous avez profité d'Arthur, votre temps est écoulé. Nous allons reconstruire Sterling Global et nous allons commencer par liquider la collection de voitures anciennes pour rembourser la dette de Dubaï. » Un murmure de choc traversa la pièce. « Des objections? » Eleanor demanda. Il n'y en eut aucune. La réunion dura 3 heures. Au moment où Eleanor sortit de la salle de conférence, elle était épuisée. Son adrénaline s'effondrait. Elle entra dans le bureau du PDG, son bureau maintenant, et ferma la porte. Elle s'affala contre le bois lourd, fermant les yeux. Elle l'avait fait. Elle avait survécu à la première vague. Mais en s'approchant du bureau massif, elle remarqua quelque chose. Le coffre-fort privé d'Arthur, caché derrière la peinture de l'aciérie Sterling originale, était légèrement un bocal. Et Lelanena fronça les sourcils. Sébastien n'avait pas eu la combinaison. Seul Arthur et Lelanena la connaissaient. Elle s'approcha et tira la peinture en arrière. Le coffre-fort était vide. Arthur y gardait un registre spécifique, un livre noir. Ce n'était pas une question d'argent, et c'était une question de personne. Il contenait le matériel de chantage qu'il avait amassé pendant 50 ans sur des politiciens, des juges et des rivaux. C'était la police d'assurance qui gardait la famille Sterling intouchable. Il était parti. Le sang d'Eleanor se glaça. Elle attrapa le téléphone de bureau et appela la sécurité. Sébastien est-il entré dans ce bureau avant la réunion? « Oui, mademoiselle Sterling, » répondit le garde. Il était là pendant environ 20 minutes vers 7 heures du matin. Eleanor raccrocha. Sébastien ne voulait pas seulement l'entreprise, il voulait se venger. Et s'il avait le livre noir, il n'avait pas besoin du titre de PDG pour la détruire. Il pourrait brûler toute la ville. Son téléphone vibra.
C'était un numéro inconnu. Elle le prit. Bonjour, vérifie ton email, infirmière. La voix de Sébastien éraillée. Il semblait ivre ou maniaque, ou les deux. Tu as pris ma chaise, alors j'ai pris ton levier. Voyons comment tu gères les requins quand tu saignes. Eleanor ouvrit son ordinateur portable. Un email de Sébastien venait d'arriver. La ligne d'objet lisait « La vérité sur la mort d'Arthur ». Elle le cliqua pour l'ouvrir. Ce n'était pas un fichier du coffre-fort. C'était un fichier vidéo daté de la nuit où Arthur mourut. Eleanor cliqua sur lecture et son cœur s'arrêta. La vidéo sur l'écran d'ordinateur portable d'Eleanor était granuleuse, prise depuis une caméra de sécurité cachée installée dans le coin du plafond de la chambre d'Arthur, une caméra qu'Arthur avait installée des années auparavant à cause de sa paranoïa concernant le vol par le personnel et qu'il avait promis à Elena était désactivée. L'horodatage lisait le 11 octobre, 23h47. 2 jours avant sa mort, les images montraient Arthur allongé dans son lit d'hôpital installé dans la suite parentale. Il se tordait, son corps frêle convulsant de douleur que la perfusion de morphine standard ne pouvait pas toucher. L'audio était faible, mais ses gémissements étaient déchirants. Eleanor entra dans le cadre. Elle portait sa chemise de nuit. Elle s'assit près du lit, tenant sa main, caressant ses cheveux. On pouvait la voir pleurer. S'éclaircit la gorge. Alors Arthur lui attrapa le poignet. Sa voix, rauque et désespérée, coupa à travers le statique. « Ellie, s'il te plaît, pas plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire une autre nuit. Aide-moi comme tu l'as promis. » Eleanor secoua frénétiquement la tête dans la vidéo. « Arthur, je ne peux pas. » Le docteur dit, « Maudits soient les docteurs. Ils ne meurent pas dans ce lit. Ellie, si tu m'aimes, finis-le. La grande fiole dans le coffre-fort, s'il te plaît. » La vidéo montra Eleanor hésitant pendant des minutes agonisantes. Elle arpentait la pièce. S'éclaircit la gorge. Elle pleura. Finalement, brisée par sa souffrance, elle sortit du cadre. Elle revint un instant plus tard, tenant une petite fiole en verre et une seringue. Avec des mains tremblantes, elle injecta le contenu dans son porte-IV. Les convulsions d'Arthur ralentirent, sa respiration s'interrompit, puis s'adoucit. Il regarda Elena avec un soulagement profond. « Merci, murmura-t-il. Ma bonne fille. » 10 minutes plus tard, il était endormi. 2 jours plus tard, son cœur s'arrêta. La vidéo se termina. Eleanor fixa un écran noir, des larmes, s'éclaircit la gorge, coulant sur son visage, tout comme elle l'avait fait cette nuit-là. Ce n'était pas un meurtre, c'était un acte d'amour suprême. C'était la chose la plus difficile qu'elle m'ait jamais faite. Mais pour le monde extérieur, pour un procureur, c'était une jeune femme donnant à son mari riche et âgé une injection létale des jours avant d'hériter de milliards. Son téléphone sonna à nouveau. « Sébastien, as-tu aimé le film Maison ?» Sébastien exulta. Sa voix était pâteuse. Il célébrait prématurément. « J'ai trouvé la sauvegarde du flux de la caméra dans la salle des serveurs avant que tes brutes ne me jettent dehors. Étonnant ce que tu trouves quand tu cherches. Tu sais ce que c'était, Sébastien? » Eleanor dit, sa voix tremblante. Il était en agonie. Il m'a supplié. Je sais à quoi ça ressemble, Eleanor. Ça ressemble à un homicide involontaire au mieux, à un meurtre prémédité au pire, l'ange de la mort infirmière. Les tabloïds vont s'en régaler. Tu passeras le reste de ta vie en prison portant une combinaison orange qui n'est définitivement pas sur mesure. Que veux-tu? Eleanor murmura. Je veux mon entreprise de retour. Tout. Tu démissionnes demain. Tu me nommes PDG et président. Tu cèdes la participation de 51% à un trust contrôlé par moi. Tu prends l'argent des Caïmans et tu disparais sur une île où personne ne connaît ton nom. S'éclaircit la gorge. Ça. Oh. La vidéo est supprimée. Et le livre noir, Eleanor demanda, serrant le bureau. Le registre que tu as volé du coffre-fort. Sébastien rit sombrement. C'est ma police d'assurance au cas où tu aurais des remords d'acheteur plus tard.
Ça reste avec moi. Tu as jusqu'à midi demain pour annoncer ta démission. Sinon, j'envoie la vidéo au procureur de district à 12h01. Tic-tac, infirmière. Il raccrocha. Eleanor sentit comme si les murs du bureau d'angle massif se refermaient sur elle. Elle les avait déjoués financièrement, mais elle ne s'était pas préparée à ce niveau de méchanceté. Sebastian était prêt à brûler la mémoire de son père jusqu'au sol pour la détruire. Elle avait besoin de Harrison Thorne, mais pouvait-elle lui dire? C'était un crime. Si elle lui disait, il pourrait être obligé de la signaler pour protéger le cabinet. Elle était vraiment complètement seule. Elle passa l'heure suivante à regarder la pluie frapper les fenêtres. Elle imagina la prison. Elle imagina l'héritage d'Arthur étant ruiné par Sébastien. Elle pensa à la promesse qu'elle avait faite à Arthur de protéger ce qu'il avait construit. Arthur était un joueur, Eleanor, mais il n'a jamais misé sur un cheval perdant. Les mots d'Harrison résonnèrent dans son esprit. Arthur savait que Sébastien était venimeux. Il n'aurait pas laissé Elelanena sans défense. Il devait savoir pour la caméra. Soudainement, Elelanena se leva. Le coffre-fort. Sébastien avait vidé le livre noir et l'argent liquide qu'Arthur y gardait. Mais Arthur avait un faux fond installé dans ce coffre-fort il y a 3 ans. Eleanor se souvenait parce que l'installateur avait flirté avec elle et Arthur l'avait viré sur le champ. Elle courut au coffre-fort. Il était vide, la doublure en velours déchirée là où Sébastien avait brutalement saisi le contenu. Elle tâtonna le long du bord inférieur jusqu'à ce que son ongle accroche une minuscule rainure. Elle tira vers le haut. Une mince plaque de métal se souleva. En dessus gisait un petit enregistreur vocal numérique. Eleanor le saisit, son cœur martelant contre ses côtes. Elle appuya sur lecture. C'était la voix d'Arthur, forte et claire, datée du 10 octobre, la veille de l'injection. Mon nom est Arthur Penelligan Sterling. Étant saint d'esprit, je fais cet enregistrement pour absoudre ma femme, Elelanena, de toute culpabilité pour les actions que je suis sur le point de la forcer à prendre. Eleanor sanglota de soulagement, serrant l'enregistreur contre sa poitrine. Il avait su. Il l'avait protégé même depuis la tombe. Mais son soulagement fut de courte durée. Cet enregistreur prouvait son innocence concernant la mort, mais il ne résolvait pas le problème que Sébastien avait le livre noir. Le livre noir contenait des décennies de saleté, des sénateurs qui prenaient des pots de vin, des inspecteurs de l'EPA qui fermaient les yeux, des juges qui arrangeaient des affaires pour Sterling Global. Si Sébastien révélait cette information, l'entreprise ferait face à une marée d'enquêtes fédérales et de poursuites qui la mettraient en faillite plus rapidement que n'importe quelle mauvaise affaire. Sébastien tenait d'une grenade et il était assez fou pour tirer la goupille juste pour regarder l'explosion. Eleanor essuya ses larmes. Elle avait le bouclier. Maintenant, elle avait besoin d'une épée. Elle prit son téléphone de bureau et composa un numéro interne. « Thomas », dit-elle quand la voix grave répondit. C'était le chauffeur d'Arthur, l'homme qui avait reçu 100 000 $ dans le testament. C'était un ex-marine, farouchement loyal à Arthur et par extension à la femme qu'Arthur aimait. « Oui, Madame Sterling, comment puis-je vous aider? » « J'ai besoin que vous ameniez de la voiture, celle qui est discrète, et Thomas, apportez votre pièce de service. Nous avons un problème de nuisible à régler. » Sébastien était retranché dans la suite penthouse de l'hôtel Fairmont Olympic. Il buvait du champagne depuis midi, alternant entre euphorie et panique aveugle. Il avait le livre noir ouvert sur la table basse. C'était un carnet littéral en cuir noir usé par des années de manipulation par Arthur. Les entrées étaient dans l'écriture cursive soignée d'Arthur, des codes détaillés pour les gens et leurs péchés. Le lire rendait Sébastien malade. Son père n'avait pas seulement été un homme d'affaires. Il avait été un maître marionnettiste. Sébastien réalisa à quel point il en savait peu sur le fonctionnement de l'Empire. Son téléphone vibra. Un texte d'Eleanor. « Tu gagnes, je ne peux pas aller en prison. J'ai les papiers de démission rédigés. Rencontre-moi pour signer. Mais pas au bureau. Je ne te donnerai pas la satisfaction de me voir ramper là-bas. »
Sébastien sourit méchamment. Il répondit par texte. Ma suite d'hôtel. Maintenant viens seul. D'accord, répondit-elle. Sébastien se versa un autre verre. Il se sentait comme un roi. Il l'avait écrasé. 30 minutes plus tard, un timide coup retentit à la porte. Sébastien l'ouvrit. Eleanor se tenait là portant un trench coat, l'air petite et vaincue. Ses yeux étaient baissés. Entre, veuve, ricana Sébastien s'écartant. Bienvenue au transfert de pouvoir. Eleanor entra dans la suite opulente. Elle vit le livre noir ouvert sur la table basse. Elle vit les bouteilles de champagne vides. « Où sont les papiers ?» Sébastien demanda, fermant la porte. « Dans mon sac », dit Eleanor doucement. Elle fouilla dans son grand sac fourre-tout. Sébastien la regarda, se balançant légèrement. « Tu sais, tu as failli y arriver. Si tu n'avais pas essayé de jouer dur à la réunion du conseil, je t'aurais peut-être laissé garder la maison. Maintenant, je vais t'expulser la veille de Noël juste pour le plaisir. Tu es un homme cruel, Sébastien. » Eleanor dit, sa main toujours à l'intérieur de son sac. « Je suis le fils de mon père, il, s'éclaircit la gorge, rétorqua. Maintenant, donne-moi les maudits papiers. » En fait, dit Eleanor, sa voix changeant soudainement, laissant tomber la façade timide et devenant froide comme l'acier. Je n'ai pas apporté de papier, j'ai apporté Thomas. Avant que Sébastien ne puisse traiter le nom, la porte de la chambre attenante, que Sébastien n'avait pas pris la peine de vérifier, s'ouvrit en grand. Thomas, 6 pieds 4 de muscles et de résolution impassible, sortit. Il ne tenait pas son pistolet, mais la façon dont il tenait ses poings indiquait clairement qu'il n'en avait pas besoin. Qu'est-ce que l'enfer? Sébastien trébucha en arrière, renversant une table d'appoint. Sécurité, aide. Personne ne vient, Sébastien, dit Eleanor calmement, tirant l'enregistreur numérique de son sac au lieu des papiers. J'ai racheté l'étage. Tu m'as piégé. Tu ne peux pas faire ça. J'ai la vidéo. La vidéo où j'ai exaucé le souhait d'un homme mourant. Eleanor appuya sur lecture sur l'enregistreur. La voix d'Arthur remplit la pièce, déclarant clairement son intention de mettre fin à sa propre vie et son instruction pour qu'Eleanor l'aide, l'absolvant de toute culpabilité. Le visage de Sébastien devint blanc. Non, c'est faux. C'est authentifié par des orodatages à l'intérieur de l'appareil, dit Eleanor. Le procureur de district pourrait encore désapprouver le suicide assisté, mais avec cette bande, aucun jury au monde ne me condamnera pour meurtre. Au pire, j'obtiens une probation et un film à l'eau de rose fait sur moi. Ton levier est parti. Sébastien regarda follement la table basse, le livre noir. Il se jeta dessus. Thomas se déplaça plus vite qu'un homme de sa taille ne devrait pouvoir. Il intercepta Sébastien, le saisissant par le col de sa chemise chère et le plaquant contre le mur. Ce n'était pas une douce poussée. C'était un impact faisant trembler le mur qui coupa le souffle à Sébastien. Thomas le tint là, les pieds pendant légèrement du sol. Sébastien haleta terrifié. Eleanor s'approcha de la table basse. Elle ramassa le livre noir. Il se sentait lourd dans ses mains, le poids de 50 ans de corruption. Elle regarda Sébastien épinglé au mur comme un papillon dans une vitrine. « Tu allais utiliser ça, » dit-elle, tapotant la couverture. « Tu allais menacer le sénateur Davies. Tu allais exposer les pots de vin de l'EPA pour l'usine de l'Ohio. As-tu même pensé à ce qui arriverait? Les enquêtes fédérales ne frapperaient pas seulement l'entreprise, Sébastien. Elles te frapperaient, toi. Tu as signé les 3 derniers rapports de conformité de l'EPA. Tu te serais envoyé en prison juste pour me faire du mal. » Sébastien siffla. « S'il te plaît, Eleanor, nous sommes de la famille. »« Non, » s'éclaircit la gorge. Eleanor dit. « Nous ne le sommes vraiment pas. Béatrice s'est assurée que je le sache hier. Elle fit un signe de tête à Thomas. Laisse-le partir. » Thomas le relâcha. Sébastien glissa le long du mur, toussant, frottant son cou. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Sébastien demanda, sa voix tremblante. Eleanor marcha vers la cheminée dans le coin de la suite où un feu de gaz brûlait doucement. « Arthur a bâti un empire sur le levier, » dit Eleanor, fixant les flammes.
Il a gardé ce livre parce qu'il avait peur. Il avait peur que s'il n'avait pas un pistolet sur la tête de tout le monde, il prendrait ce qui était à lui. Elle se tourna pour faire face à Sébastien. « Je n'ai pas peur, Sébastien, et je ne veux pas diriger une entreprise qui repose sur ça. » Elle jeta le livre noir dans le feu. Sébastien cria « Non, es-tu folle? Ça vaut des milliards. C'est le vrai pouvoir. » Il se précipita vers la cheminée, se brûlant les mains en essayant de le récupérer. Mais les pages sèches s'enflammèrent instantanément. Les flammes léchèrent la couverture en cuir, recourbant les pages remplies de décennies de secrets. Eleanor le regarda brûler. C'est fini. L'ère des jeux d'ombre d'Arthur Sterling est terminée. L'entreprise va fonctionner proprement à partir de maintenant, ou elle va échouer. Mais elle sera honnête. Elle regarda Sébastien, qui était agenouillé sur l'âtre, fixant avec horreur les cendres de son dernier espoir de domination. « Tu as deux choix, Sébastien, » dit Eleanor froidement. « Un, » s'éclaircit la gorge, « je publie l'audit de ta fraude de Dubaï au FBI demain. Tu vas en prison pendant 10 ans. » Sébastien leva les yeux, des larmes se mélangeant à la suie sur son visage. « Ou deux, » Eleanor continua. « Tu t'enregistres au centre de réadaptation en Arizona que j'ai déjà payé. Tu y restes pendant 6 mois. Tu deviens propre. Quand tu sors, si tu es sobre, je te donnerai un poste de direction intermédiaire dans la division logistique à Omaha. Tu gagneras un salaire de 80 000 $ par an et tu apprendras à réellement travailler. » Sébastien la fixa. Omaha, 90 000 $, c'était un sort pire que la mort pour un Sterling. « Ce sont les termes, » dit Eleanor, faisant signe à Thomas d'ouvrir la porte. « La voiture pour l'Arizona est en bas. Elle part dans 10 minutes. Si tu n'y es pas, j'appelle le FBI. » Eleanor sortit de la suite, Thomas marchant à son pas derrière elle, laissant Sébastien seul avec les braises mourantes du plus sombre héritage de son père. 1 an plus tard, la grande salle de bal du manoir Sterling n'avait pas vu une fête comme celle-ci depuis 2 décennies. Sous le règne de Beatrix, les galas annuels avaient été des affaires raides, suffocantes, où le rire se sentait comme un article de contrebande. Sous la main d'Eleanor, la pièce était vivante. Le thème était de nouveaux horizons. Les lourds rideaux de velours avaient été tirés en arrière pour révéler les fenêtres du sol pour voir le plafond donnant sur les jardins illuminés. La liste des invités avait changé aussi. Disparus étaient les sycophantes et les politiciens corrompus qui s'entassaient autour d'Arthur espérant une faveur. À leur place se trouvaient des innovateurs, des boursiers et le personnel travailleur de Sterling Global qui n'avaient auparavant jamais été autorisés au-delà de l'entrée de service. Eleanor se tenait en haut du grand escalier. Elle portait une robe d'argent chatoyant, pas noire. Elle avait fini de faire son deuil. « Elle a l'air différente », murmura une voix près de la fontaine à champagne. « On dirait qu'elle possède l'endroit. » Un autre répondit. « Elle possède l'endroit. » Eleanor descendit les escaliers, la foule s'écartant pour elle comme la mer Rouge. Elle ne marchait plus avec les pas hésitants de la femme solitaire. Elle se déplaçait avec la grâce fluide d'une femme qui avait survécu au feu et s'était forgée dans la chaleur. Elle traversa la pièce, saluant les membres du conseil par leur nom. L'action Sterling Global était en hausse de 18% depuis qu'elle avait pris la relève. Elle avait vendu les actifs toxiques, réglé les poursuites de Dubaï discrètement et chèrement, mais honnêtement, et pivoté l'entreprise vers le transport maritime d'énergie renouvelable. L'infirmière avait diagnostiqué le cancer de l'entreprise et l'avait enlevé. Près de l'orchestre, elle vit un visage familier. Victoria avait l'air fatiguée. Ses mains, tenant d'un verre d'eau pétillante, étaient plus rugueuses qu'auparavant. Ses ongles étaient courts, plus manucurés d'une pointe létale. « Bonjour, Victoria », dit Eleanor, s'arrêtant à côté d'elle. Victoria sursauta légèrement, puis offrit un sourire fatigué. « Eleanor, quelle fête! »« Comment va Napa? » »« Dur, » Victoria admit, prenant une gorgée d'eau. Elle était sobre depuis 11 mois. « La récolte fut difficile. Nous avons perdu 20% à cause du gel. J'ai dû être dehors à 3 heures du matin avec les ventilateurs anti-gel.
J'ai cassé un talon dans la boue, mais tu as sauvé la récolte. La plupart, dit Victoria. Elle regarda Elellanena, ses yeux cherchants. J'ai en fait du vin, Elellanena. Je veux te dire, je ne l'ai pas juste bu. Je l'ai fait. Il a meilleur goût de cette façon. Je suis contente d'entendre ça, Elellanena dit sincèrement. Arthur serait fier. Victoria détourna le regard, retenant ses larmes. Je ne sais pas pour ça, mais je suis fière et merci de ne pas m'avoir coupé complètement quand tu aurais pu. La famille est compliquée, dit Eleanor doucement. Profite de la soirée, Victoria. Elle avança. Les s'éclaircit la gorge. Ne les avait pas pardonnés, pas entièrement, mais elle avait choisi de ne pas porter le poison de la vengeance. C'était de la manière d'Arthur, et cela l'avait tuée à la fin. Alors elle vit Béatrice. Béatrice n'avait pas été invitée, mais elle était venue quand même. Elle était assise à une table d'angle, serrant son sac à main, ressemblant à un fantôme hantant sa propre ancienne vie. Personne ne lui parlait. Les mondains qu'elle avait dominés pendant des années l'ignoraient maintenant, attirés plutôt par le pouvoir rayonnant d'Elellanena. Elellanena s'approcha. Béatrix. Elellanena hocha la tête. Béatrice leva les yeux. Son visage était une carte d'amertume. « Vous avez changé les rideaux ?» Elle cracha. « Ce sont hideux. Ils laissent entrer la lumière. » Eleanor répondit calmement. « Quelque chose dont cette maison a eu besoin pendant longtemps. »« Tu penses avoir gagné, » siffla Béatrice. « Mais tu es toujours seule, Eleanor. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'histoire. Quand tu mourras, qui se souviendra de toi? » Eleanor sourit. Ce n'était pas un sourire cruel. C'était un sourire de paix absolue. Les gens que j'aide se souviendront de moi, Béatrix. C'est assez. Eleanor fit signe à un serveur. Veuillez apporter à Madame Sterling un verre de ce qu'elle aime et ensuite lui appeler une voiture. Elle a l'air fatiguée. Elle s'éloigna, laissant Béatrice seule avec sa rancune. Béatrice avait son $1 encadré dans un cadre en plastique bon marché dans son petit appartement, un rappel constant de l'amour qu'elle n'a jamais donné. Elellanena monta sur scène alors que la musique s'éteignait. Elle ajusta le microphone. « Merci à tous d'être venus, dit-elle. » La pièce devint silencieuse. Il y a 1 an, je me suis tenu dans le bureau d'un avocat et on m'a dit que je n'étais rien. On m'a dit que parce que je n'avais pas le nom ou le sang ou la cruauté de l'héritage Sterling, je ne pouvais pas diriger. Elle regarda la foule. Mais le leadership n'est pas une question de la force avec laquelle vous pouvez crier ou de la quantité que vous pouvez voler. C'est une question de soin. C'est une question de remarquer les choses que d'autres ignorent. Pendant des années, j'ai été la femme invisible. Je m'asseyais dans les coins. J'ai écouté. Et parce que j'ai écouté, j'ai appris. Elle marqua une pause. Ce soir, j'annonce la dissolution du Sterling Family Trust tel que vous le connaissiez. À sa place, nous lançons l'initiative Arthur et Elellanena. Nous financerons des bourses complètes pour des diplômes en soins infirmiers et en soins palliatifs pour des étudiants défavorisés. Et nous ouvrons 3 nouveaux centres de soins palliatifs à Seattle gratuitement pour ceux qui ne peuvent pas payer. Des applaudissements tonitruants éclatèrent. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'était authentique. Nous ne sommes pas définis par ce que nous héritons, dit Eleanor, sa voix résonnant clairement. Nous sommes définis par ce que nous construisons à partir des cendres. Merci. Tandis que les applaudissements la submergeaient, Eleanor descendit de la scène. Harrison Thorne l'attendait en bas, tenant une tablette. « Excellent discours, Madame Sterling, dit-il. Aussi, nous avons reçu un email de la succursale d'Omaha. »« Sebastian » Eleanor demanda, s'arrêtant. « Oui, c'est une évaluation de performance de son superviseur. Apparemment, il a réorganisé l'horaire du quai de chargement et augmenté l'efficacité de 15%. Il a demandé s'il pouvait rentrer à la maison pour Noël. » Eleanor y pensa. Elle pensa à l'homme qui avait essayé de la faire chanter. Elle pensa au garçon effrayé qu'elle avait vu dans la chambre d'hôtel. « Dis-lui, » dit Eleanor lentement.
Que s'il maintient ses chiffres au-dessus du T4, il peut venir dîner, mais il dort à un hôtel. Thorne sourit. Très bien, maman. Eleanor sortit sur le balcon. La pluie avait recommencé, là s'éclaircit la gorge bruine classique de Seattle. Elle prit une profonde inspiration de l'air frais. Elle avait 35 ans. Elle était milliardaire. Elle était la PDG d'un empire mondial. Elle regarda son annulaire. Elle portait toujours la bague d'Arthur, mais sur sa main droite maintenant. Elle n'était plus la femme solitaire. Elle était Elena. Et pour la première fois de sa vie, quand elle regarda l'horizon, elle ne vit pas une ombre. Elle ne vit que de la lumière. Et c'est l'incroyable histoire d'Elena Sterling. Elle prouva que parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle que vous devriez craindre le plus et celle qui mérite le plus de respect. La famille pensait qu'elle pouvait l'écraser parce qu'elle n'était qu'une infirmière. Mais ils oublièrent que les infirmières sont celles qui nettoient le désordre, gèrent la douleur et tiennent la main de la mort sans cilier. Eleanor brûla le livre noir parce qu'elle savait que le vrai pouvoir ne vient pas du chantage. Il vient de l'intégrité. Elle sauva l'entreprise en détruisant son passé sombre. Alors, voici ma question pour vous. Si vous étiez Eleanor, auriez-vous brûlé ce livre ou l'auriez-vous gardé pour protection? Et auriez-vous invité Sébastien de nouveau pour Noël? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette histoire de justice, de trahison et de douce vengeance. Veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Nous en avons une folle à venir la semaine prochaine à propos d'une gagnante à la loterie dont le mari a essayé de cacher le ticket. Vous ne voulez pas le manquer. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, faites attention à qui vous sous